Commencer sur la table ronde sur la cancérologie et sur les CHU, piliers de l'accès aux soins. Donc depuis 2 jours maintenant, on discute prévention, on discute accès aux soins, innovation. Et donc là, on va plutôt faire un focus sur le sujet cancérologie. Je vais sans plus tarder laisser la parole à Nicolas Scottet, qui est donc directeur général de l'INCa, que je remercie pour sa présence. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nicolas Scottet, directeur général de l'Institut national du cancer. Merci Floriane de cette invitation à parler de la cancérologie et de la place des CHU dans la stratégie que l'on mène au plan national. Peut-être redire qu'effectivement l'Institut national du cancer porte la stratégie décennale de lutte contre le cancer avec les acteurs au national et avec les acteurs de terrain. Cette stratégie, elle est sur une période 2021-2030. On arrive à un moment qui est charnière, puisque en 2025, c'est l'heure de faire un premier bilan intermédiaire pour se projeter dans la suite et faire une feuille de route 2026-2030. Donc moi, j'ai pris mes fonctions il y a quelques mois, et l'objectif, c'est d'aller dans les territoires, de partager avec les acteurs en région des enjeux, des difficultés. Et on le sait, voilà, le cancer est la première cause de mortalité. Et les CHU sont évidemment très impliqués dans la cancérologie. Quelques chiffres quand même un peu macro pour le redire, hein. Les cancers, c'est 1200 cas par jour détectés. Et près d'un quart de la cancérologie et des soins qui sont réalisés par les CHU. Alors un quart, on peut penser que ça paraît peu, mais quand on regarde ensuite dans les nuitées qui sont faites dans le public, on a 2/3 des séjours qui sont faits dans les CHU et une file active de près de 800 000 patients et une prise en charge des cas complexes qui est fait quasiment très majoritairement dans les centres publics. C'est les 2/3 des séjours avec soins palliatifs ou avec métastases qui sont faits dans les CHU. C'est 80% des séjours avec passage en réa. Et c'est 83% de l'oncologie pédiatrique. Donc vous êtes au cœur, évidemment, des problématiques de l'augmentation de l'incidence des cancers et au cœur de l'excellence, si je puis dire, de la cancérologie publique. Moi, j'ai quelques mots à dire en introduction. On est très bon, on va dire, dans la prise en charge des soins, et je pense que vous allez dire la même chose et avec le regard que vous avez. Et vous êtes très bons, les CHU, pour prendre en charge et assurer les bons traitements avec une mortalité des cancers en France qui est quand même meilleure que dans d'autres pays. Par contre, il y a quand même 2 aspects sur lesquels il faut qu'on soit vigilant collectivement. Le premier, c'est l'amont. Comment les personnes arrivent chez vous. Et aujourd'hui encore, et on l'a vu, moi je l'ai vu dans les territoires, on peut se retrouver encore en urgence avec des stades 4 de cancer. Et c'est un échec collectif pour le parcours de santé, pour l'animation régionale et pour le CHU ou le centre ou l'établissement qui reçoit ce type de cancer. Donc la filière amont, c'est une de nos priorités pour l'INCa. Et puis il y a l'après-cancer qui est un sujet. Sur la filière amont, moi je pense que les CHU doivent désormais avoir un rôle populationnel en matière de prévention et doivent assumer ce virage préventif. Elles le font déjà, et cette responsabilité populationnelle, il faut qu'elle l'ait, et qu'il y ait une responsabilité également de l'emprise de son territoire. Donc c'est des démarches qui sont faites sur la prévention primaire. On sait que 40% des cancers sont évitables en changeant nos modes de comportement. C'est aussi des travaux qui sont menés sur le repérage précoce, que chaque contact avec un professionnel de santé, et vous avez des multiples spécialités, puisse nous mettre la puce à l'oreille sur des problématiques de cancer et de dépistage. Et puis, c'est des stratégies plus personnalisées et plus opportunistes pour éviter des retards dans la prise en charge et aussi des problèmes ensuite dans la survie de certains patients. L'entrée dans le parcours, c'est pour nous la priorité, et on le voit dans les études, on a des délais de traitement et de prise en charge qui s'agrandissent, y compris sur des cancers qui sont très bien traités comme le cancer du sein, où on voit des augmentations entre le moment du dépistage, la première mammographie et la prise en charge, le premier traitement. Les délais augmentent. Et donc l'enjeu pour vous et l'enjeu pour nous, c'est de mettre en place des organisations de diagnostic rapide, des fast-track,
des filières territoriales avec une emprise sur votre territoire, et puis que le CHU soit un centre ressource pour tous les cas de cancer. Sur l'après-cancer, c'est moi une de mes priorités, c'est une priorité de l'Institut. Il y a des choses à faire dans les traitements et dans la mise en place de l'innovation au service des patients. Il y a un boom des traitements sur l'immunothérapie, mais aussi sur les innovations thérapeutiques comme la radiothérapie. On voit que désormais, on peut faire la même chose ou aussi bien avec 15 séances de radiothérapie, alors qu'on en faisait 50 auparavant. Donc ça, c'est vraiment la clé de réussite, à la fois pour la file active, mais aussi pour l'amélioration des séquelles et l'amélioration globale des soins en cancérologie. Donc la question de l'après-cancer, elle est fondamentale. Comment le CHU va ensuite se relier avec la suite du traitement dans l'après-cancer, avec la sortie d'hôpital et la prise en charge, qui est une prise en charge à la fois sur de la prévention tertiaire, mais aussi de la prise en charge sur des questions sociales ou médico-sociales. Et on sait qu'effectivement, le gradient social se retrouve dans le cancer et se retrouve dans la file active des CHU. Donc c'est un enjeu qui est particulièrement majeur pour moi. Dernier point, et peut-être le plus important, le CHU, c'est le lieu de l'innovation et de la recherche. Un chiffre effectivement qui le démontre, plus de 55% des publications en cancérologie sont faites par les CHU. Donc voilà, vous êtes leader dans la recherche translationnelle, dans la recherche clinique. Vous avez près de 30% des essais cliniques qui sont faits dans le maillage public. Et donc c'est un enjeu pour nous à l'INCa, puisque l'INCa, 2/3 de son financement est porté par des sujets de recherche. Et c'est pour nous un enjeu tout particulièrement important pour amener de la médecine personnalisée, amener des nouveaux traitements et des nouvelles technologies sur notamment l'apport de l'IA ou l'apport d'innovation génétique ou de thérapies nouvelles comme les CAR-T-cells et ce qu'on peut voir sur l'hématologie, où vous êtes leader incontesté et vous poussez très fortement les curseurs vers une amélioration des soins sur des cancers qui étaient jadis de mauvais pronostics. Donc l'articulation soins-recherche, c'est pour moi une des priorités fondamentales. L'INCa coordonne un projet européen qui s'appelle Comprehensive Cancer Center, qui a pour but de faire une infrastructure de recherche et de soins en cancérologie, de mailler l'ensemble de territoires européens et en France, de s'appuyer sur le tissu local et régional pour animer cette réflexion. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour ces éléments de définition de la politique au niveau national. Alors peut-être une première réaction des intervenants de la table ronde. Professeur Bay, vous êtes chef de service au CHU de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Alors, effectivement, c'est une très très belle introduction, mais je pourrais vous apporter finalement le témoignage de la réalité du terrain dans un territoire comme l'Auvergne par rapport justement à ces difficultés territoriales. Quand on ouvre une nouvelle consultation dans une ville un peu décentralisée, on s'aperçoit de deux choses. Premièrement, la consultation d'après, on a un afflux de nouveaux patients sous-diagnostiqués. Et ça, c'est du réel, c'est vraiment du vécu. On a vraiment un afflux de patients qui, pendant un certain temps, n'ont pas eu de diagnostic, pas de dépistage, pas de diagnostic, pas de prise en charge. Et la deuxième réalité qu'on voit, c'est que les prises en charge locales sont parfois vraiment mal faites ou pas réellement faites dans les référentiels que l'on connaît au regard de la cancérologie. Donc finalement, mon témoignage, c'est juste ça. Je ne peux qu'apporter ça au regard de nos territoires. Merci beaucoup. Florence Favrel-Feuillat, donc, qui est DG du CHU de Brest. Une première réaction? La réaction, c'est que dans nos établissements, on a les équipements, on a les expertises cliniques, on a les parcours de soins, où on peut progresser encore, mais où on a travaillé nos parcours de soins. Mais effectivement, c'est le diagnostic précoce et l'entrée dans le parcours qui est aujourd'hui très compliqué, malgré la gradation des soins qu'on essaye de faire à l'échelle de nos GHT. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, nos établissements doivent se positionner justement pour améliorer l'accès et l'efficacité finalement des soins à organiser le diagnostic précoce et tout de suite positionner les patients dans un parcours. Et ça, on l'évoquera plus tard, mais on a des projets pour ça, pour le développer, pour qu'on ne soit pas uniquement sur l'aigu, mais qu'on puisse finalement identifier très tôt pour que les gens soient le moins malades possible.
Merci beaucoup. Professeur Michel, vous êtes président de la CME du CHU de Rouen. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Pour nous, la cancérologie, c'est d'abord un modèle d'organisation qui est décliné ensuite dans toutes les spécialités. Toutes les spécialités se sont inspirées, par exemple, de la création des RCP. Les RCP en cancérologie, c'est le premier plan cancer. Et maintenant, vous trouvez des RCP dans toutes les disciplines. Donc la cancérologie reste un modèle. Ensuite, pour répondre à M. Scotté, je dirais que les CHU sont tout à fait d'accord et tout à fait partants pour avoir une politique territoriale. Le territoire d'un CHU, c'est son territoire universitaire, c'est sa subdivision. Et dans le cadre de sa subdivision, tous les CHU, on l'a discuté de nombreuses fois dans la conférence des présidents de CME, est tout à fait d'accord pour envisager une prise en charge et une coordination de la prise en charge. Il y a des problèmes, ça a été évoqué à la table ronde précédente, des problèmes logistiques, des problèmes techniques, de communication entre le système d'information, mais les CHU, dans leur globalité, dans leur gouvernance, sont totalement ouverts à leur territoire universitaire pour organiser cette prise en charge et aller vers les patients qui sont en déficit d'offres de soins, on le connaît tous dans nos régions. Merci. Et donc Emmanuelle Pidou, donc vous êtes administratrice de l'Institut régional en Franche-Comté pour le cancer. De même façon, une réaction ? Oui, volontiers. Vous évoquiez, Monsieur Scotté, tout à l'heure, l'importance que les CHU, les établissements s'engagent dans la responsabilité populationnelle, qu'on s'engage dans le parcours, dans la territorialisation, objectif auquel on souscrit complètement, qui pose aussi qu'on se projette de façon territoriale ou en local sur l'organisation des parcours, qui pose la question du financement. On l'a évoqué tout à l'heure, en tout cas M. Revel l'a évoqué tout à l'heure, le virage de la prévention doit sans doute s'accompagner de modalités de financement ad hoc. Aujourd'hui, il est inexistant, voire partiel. Et c'est un vrai enjeu. Quand on veut coordonner un parcours, on a besoin d'un temps d'ingénierie. Ce temps d'ingénierie, c'est du temps de coordination. Et il faut pouvoir le financer. Merci beaucoup. Donc là, il y a une stratégie décennale, en tout cas, qui est claire, hein, qui pose vraiment le cadre et les objectifs. Peut-être aujourd'hui, je m'adresse aux représentants de la conférence des DG de CHU et des présidents de CME. Quels besoins vous identifiez et pour vous, quels sont du coup les écueils aujourd'hui de la politique de prise en charge du cancer en France ? Quelles sont les problématiques prioritaires auxquelles s'attaquer ? Je vais reprendre ce qui vient d'être dit, c'est sur comment on organise la prévention, comment on interagit avec la ville et comment on organise les parcours pour les patients, puisque souvent il y a aussi la question des patients défavorisés, enfin qui ne rentrent pas dans un parcours, qui sont résistants finalement à aller vers le diagnostic et vers le pronostic. Et quand ils ont finalement les résultats, c'est vers comment on les oriente. Et là, on a typiquement la nécessité d'organiser pour eux la porte d'entrée, le parcours et le suivi. Et donc, et c'est pas financé, ça a été dit. Pour autant, très vite, on peut aboutir à derrière des hospitalisations de jour, etc. Et on sait faire pour la programmation. Donc l'idée, c'est d'aller voir nos agences régionales de santé et de leur proposer. C'est ce que nous, on a un projet qui s'appelle WeCare à Brest qu'on a mis en place pour proposer finalement sur la base d'un questionnaire assurance maladie, de reprendre les questions et d'identifier les facteurs de risque et de recontacter les personnes qui ont répondu à ce questionnaire pour leur proposer une première consultation, une imagerie, un scanner low dose, et ensuite de les orienter en lien avec 12 spécialités du CHU qui peuvent les orienter dans une prise en charge. Évidemment, on considère qu'on fait l'amorce, c'est-à-dire que ça va être notre fonds de dotation Innovéo qui va financer parce qu'on considère que c'est important, mais on espère derrière pouvoir avoir une relève dans ces financements-là. Mais on le fait, alors c'est aussi quelque chose d'important puisqu'on parle de parcours de santé, on le fait avec la ville, c'est-à-dire qu'on s'est coordonné avec les CPTS pour que les médecins de ville n'aient pas le sentiment qu'on se substitue à une part de leur activité, on les fait avec eux, qu'on ait d'ailleurs finalement un recours, puisque eux-mêmes peuvent nous adresser des patients porteurs de ces risques-là. Et puis ensuite, on les remet dans un parcours qui, une fois que le passage hospitalier est terminé, on les remet dans le parcours de ville. Donc je pense qu'on est innovant, on est en avance de phase, mais on doit pouvoir le déployer partout, dans tous nos établissements et sur tous les territoires. Professeur Michel, même question ?
Non, non, pas une question, un constat. On n'est pas aussi en avance qu'en Bretagne. Mais nous sommes en train de nous construisons avec les établissements de notre subdivision, puisque je pense que quand on parle de territoire, c'est un terme un peu flou quand on est CHU. Est-ce qu'on parle de GHT? Est-ce qu'on parle de relation? Clairement, pour un CHU, son territoire, c'est sa subdivision universitaire. C'est clairement son aire de travail. Et là, ce qu'on essaie de construire, c'est des relations avec les autres établissements de santé de la région, les gros centres hospitaliers, pour construire des parcours. Construire des parcours, c'est pas faire un aspirateur à malade. Construire des parcours, c'est aussi différencier des patients qui ont besoin de venir au CHU et des patients qui n'ont pas besoin de venir au CHU et qui peuvent être traités en proximité. Et le parcours, c'est aussi des étapes. Une étape qui nécessite la venue au CHU et une étape qui ne nécessite pas cette venue avec une prise en charge coordonnée. Mais pour ça, il faut des moyens. Et on ne peut pas le faire sans moyens. C'est des moyens financiers, mais aussi des moyens logistiques. Il faut trouver comment se parler, comment communiquer. Évidemment, on peut déplacer les gens. Déplacer les gens, ça représente aussi une complexité. Mais on peut trouver des plateformes ou des moyens d'organiser. Et le mot-clé, c'est l'organisation qui devrait nous permettre d'être plus efficients. Merci pour ces premiers échanges. Donc c'est vrai que ce qu'on observe, c'est que en fonction des territoires, il y a vraiment des solutions différentes qui se mettent en place. Et en fonction des régions dans lesquelles vous intervenez les uns les autres, il y a des systèmes qui se montent de manière différente, mais qui s'enrichissent et qui sont complémentaires. C'est vrai que là, ce que je souhaiterais, c'est que chacun puisse s'exprimer sur justement ce qui fait la particularité de son territoire et ce qui a pu être porté, notamment donc Emmanuel Pidou sur la Franche-Comté. Il y a tout un travail de coordination territoriale qui s'est développé. Est-ce que vous pouvez du coup nous présenter en quelques mots les challenges auxquels vous avez fait face et les réussites aussi de ce modèle et justement en quoi la coordination territoriale a fait ses preuves dans la prise en charge du cancer? Alors, je vais vous parler de l'IRFC, l'Institut régional fédératif du cancer. L'IRFC, c'est un groupement de coopération sanitaire public et privé, donc qui réunit les établissements autorisés en cancérologie publique et privée. Avant de vous détailler un peu la mise en place opérationnelle et comment ça s'est fait, peut-être quelques mots d'intro. Si on devait synthétiser l'ADN de l'IRFC, c'est fédérer pour innover, vraiment. Et même qualité de soins partout pour tous. C'était le leitmotiv de départ au moment de la constitution de l'IRFC. Il faut revenir à quelques mots d'introduction sur le contexte. On est en 2008, puisque l'IRFC existe depuis 2008. On est en 2008 en Franche-Comté, territoire d'1,2 million d'habitants. On a donc 8 établissements autorisés en cancérologie, je l'ai dit, 6 oncologues sur l'ensemble du territoire. 6 oncologues seulement sur l'ensemble des territoires. Des sites autorisés distants du CHU d'au maximum 1h20. Deux problématiques, hétérogénéité des prises en charge, très forte, et risques relatifs à la qualité et à la sécurité des soins, sans parler de la continuité. Ça, c'est le panorama. Grâce à l'appui très fort de l'ARS, et il faut le souligner parce qu'ils ont eu et ils ont toujours un rôle moteur, notamment parler du temps de coordination sur des financements spécifiques, il y a un projet qui est porté par le CHU avec une idée de dire on va regrouper tous ces établissements en une seule entité, l'IRFC, pour garantir la même qualité de soins et de sécurité sur tous les sites et offrir des soins d'excellence, donc accès à la recherche, accès à l'innovation, et permettre finalement qu'en quelques lieux du territoire qu'on se trouve, on ait accès exactement à la même offre de soins. Alors derrière ces objectifs évidents et avant de rentrer dans l'opérationnel, il a fallu surmonter quelques obstacles politiques, de gouvernance dans les établissements, politique des élus. Alors professeur Pivot, oncologue à l'époque, qui a porté le projet avec professeur Lima, pharmacien, qui est notre actuel président de CME, ont dû prendre leur bâton de pèlerin, très concrètement, aller dans l'ensemble des établissements, rencontrer les élus pour convaincre, parce que c'était une remise en cause finalement de la souveraineté de l'organisation locale. Et c'est pas simple dans l'approche. Il y avait des obstacles liés à l'organisation médicale, aux pratiques médicales. Et puis, au passage, parenthèse, mais le CHU, dans cette réflexion au départ, avait beaucoup plus de coûts à prendre
au final, parce que jouer la carte territoriale, c'était certainement pas le chemin le plus facile, ni le plus intéressant au plan financier, si on considère qu'au lieu de centraliser l'activité en un lieu, on l'a maintenue dans l'ensemble du territoire. Mais il y avait une conviction vraiment qui a présidé à cela, qui a motivé les équipes médicales, administratives et avec des piliers aussi dans les établissements, c'était de se dire que ce modèle, il allait permettre de mieux soigner en faisant cette organisation vraiment ad hoc. Donc d'une fragilité initiale, parce que le territoire était très fragile, on en a fait un levier d'innovation et de solidarité. C'était un peu la responsabilité populationnelle avant l'heure, en tout cas sur cette partie-là. Alors concrètement, c'est quoi l'IRFC? C'est une équipe commune territoriale, hospitalo-universitaire, rattachée au CHU, donc d'oncologie, qui se déplace partout, pas seulement pour des consultations, mais pour de la chimiothérapie. Et elle est spécialisée par organe. C'est-à-dire que dans chaque établissement, vous avez une spécialité par organe qui vous est proposée. Et ça, c'était aussi un des éléments très forts et très structurants de considérer que c'est cette spécialisation qui allait garantir aussi l'excellence du modèle. Et on a travaillé main dans la main avec les équipes. Donc 6 oncologues au départ, 35 aujourd'hui dans l'équipe territoriale. Donc on est monté de façon importante pour aller très vite sur les outils. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place sur la formation, il y a une équipe de coordination, sur les parcours, l'harmonisation des soins de support, mais les outils, je voudrais en dire 2 mots. Avant la mise en place de l'IRFC, un outil a été mis en place, un thésaurus qui s'appelle BPC, Bonne pratique de chimiothérapie, qui était de dire on fait un thésaurus de prescription des chimiothérapies, on met en place des protocoles communs, on met en place un système d'alerte, on renvoie dans une RCP de recours si on n'est pas dans le thésaurus de base. C'est un dossier communicant de cancérologie qui a été créé ad hoc sur toute la Franche-Comté en 2008, organe par organe, coûts humains, et c'est des RCP. On parlait tout à l'heure de la cancérologie leader. C'est 18 RCP par semaine dans 13 spécialités pour tout un territoire. Ça veut dire que pour chaque patient, vous avez 10, 12, 15 personnes autour de la table. Pour venir peut-être un peu plus rapidement aux résultats, et j'en conclurai là-dessus, aujourd'hui, on a un taux de mortalité standardisé dans le territoire qui a diminué plus fortement qu'ailleurs. Alors c'est multifactoriel, on ne peut pas l'attribuer qu'à ça, mais quand on regarde d'où on est parti et où nous en sommes, nous avons aujourd'hui les taux plus faibles de taux standardisé de mortalité, et on était plutôt haut, et surtout la marge est très importante, c'est-à-dire qu'on a vraiment un écart important. Et on a une analyse de l'Omedit 2013-2020 qui a montré que dans les dépenses, on était inférieur de 30% sur les dépenses de molécules onéreuses de chimiothérapie. Bref, pour faire très court, et c'est un modèle atypique sur le territoire, en conclusion, on peut conjuguer égalité d'accès, excellence, proximité et maîtrise de coûts, voire même ça va de pair. Merci beaucoup. Alors justement, on parle d'excellence et Nicolas Scotté évoquait aussi tout à l'heure l'intégration du soin, de l'enseignement et de la recherche qui fait la particularité du système CHU. Professeur B. Oui, effectivement, je pense que c'est un point qui est extrêmement important dans nos territoires et il a été parlé de subdivisions universitaires, c'est évident, il faut que ces subdivisions soient finalement représentatives de ce que l'on pratique au quotidien en clinique en essayant d'exporter ce que nous on peut, soit en recherche translationnelle, soit en recherche clinique pour justement pouvoir permettre un accès à tous par rapport à ces nouveautés thérapeutiques. Donc il faut des liens extrêmement étroits, mais ça a été dit, donc je ne vais pas finalement le répéter, mais je crois que c'est extrêmement important qu'on ait des liens avec nos UFR. Et je voudrais rajouter juste un tout petit point, c'est que ces liens doivent être aussi entre nous médecins qui ne sont pas que oncologues médicaux, mais aussi spécialistes d'organes, parce que c'est vraiment la force de nos CHU d'avoir aussi de la cancérologie qui se fait parfois par des spécialistes d'organes, et quand elle ne se fait pas en termes de chimiothérapie, elle se fait notamment dans le cadre du dépistage, de la prévention et de la gestion des toxicités. Et cette réunion finalement de tout le monde, que ce soit dans un CHU, que ce soit sur un territoire avec nos partenaires, notamment les centres hospitaliers, je pense que c'est extrêmement important. Et puis je rajouterai qu'il y a bien sûr aussi un hôpital qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui assure les urgences. Ce n'est pas toujours partout pareil, et pour la cancérologie, c'est extrêmement important. Donc vous évoquez la diffusion de l'innovation. Comment on associe les patients du coup à ces innovations qui caractérisent et qui s'accélèrent dans la prise en charge en cancérologie? L'accès à l'innovation est effectivement difficile, mais elle sera d'autant plus facile qu'il y a de la communication. Et clairement, si on crée des réseaux
de soins, il faut que ce soit associé à des réseaux finalement qui associent pour le coup la recherche et puis la recherche clinique avec des mécanismes d'information. On a parlé de systèmes d'information communs. Il est évident que moi, en tout cas pour le territoire d'Auvergne, c'est l'effort qui a été fait d'avoir un seul et même service, un seul et même outil informatif. Et c'est clair que ça, c'est extrêmement précieux pour diffuser des informations qui ne sont pas justement que dans le soin. Merci beaucoup. Alors, on a évoqué aussi un sujet majeur qui est celui de la prévention. Ça fait partie de la stratégie décennale et c'est aujourd'hui aussi une thématique extrêmement suivie et portée par la FHF. Florence Favrel-Feuillade, donc Brest a mis en place plusieurs initiatives en la matière. Oui, bah, c'est ce que j'annonçais un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est qu'on a inauguré, on a eu la chance il y a 1 an, et certains d'entre vous étaient là. On a inauguré un institut de cancérologie et d'imagerie avec, je crois, des très belles technologies. Et on s'est dit, ben, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour la prévention finalement? Est-ce que ce qu'on peut apporter à la population, ce ne serait pas le fait de ne pas avoir à utiliser ces technologies ou le moins possible? Et donc, il y a eu un projet qu'on a présenté l'année dernière à Santexpo, puisque c'était le thème de l'innovation en matière de prévention. Et ça a été pensé par Dr Bourbonne, radiothérapeute, qui a fédéré en fait une douzaine de spécialités dans le CHU pour partir, encore une fois, je le disais, d'un questionnaire qui s'adresse, alors on a commencé à le tester sur les professionnels de santé du CHU, qui va identifier les facteurs de risque. On les connaît, les facteurs de risque, hein, c'est tabac, alcool, alimentation et activité physique. Et sur cette base-là, en remplissant le questionnaire, eh ben, on peut voir si on a un facteur de risque élevé ou des facteurs modérés. Et donc, il y a une analyse de la donnée et ensuite de quoi il est proposé aux répondants d'avoir une consultation avec, encore une fois, une imagerie qui va leur permettre de rentrer dans un parcours de soins hospitalier ou en lien avec la médecine de ville. Donc voilà, donc ça c'est un exemple et c'est une fois qu'on a testé le modèle, donc on commence au printemps. Dans notre centre de médecine ambulatoire, on a des plages d'imagerie qui vont être réservées, donc c'est une organisation, hein, voilà. On va recruter une infirmière de coordination pour organiser les parcours. Et puis, on a des médecins qui ont prévu des plages pour assurer 2 plages par semaine pour démarrer. Et puis, si ça fonctionne et si ça marche, ben, on étendra le dispositif. Donc, pour l'instant, on le fait par adjonction de moyens marginaux. Mais voilà. Et on pourrait tout à fait répliquer le modèle sur d'autres établissements de proximité une fois qu'on l'a testé et qu'il est positif. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la prévention. Et ensuite, avec chaque spécialité, on a des chemins cliniques et on a les dermatos, les ORL, les addictos, les psychiatres de liaison, les pneumos, les imageurs, qui sont complètement partie prenante de ce dispositif. Parfait. Donc, le dernier sujet, et non des moindres, hein, qui a été évoqué par notre grand témoin, donc c'est l'appel à projet européen et c'est le développement effectivement de cette approche de pilotage par la qualité et par l'excellence et par les indicateurs. Peut-être, professeur Michel, donc le CHU de Rouen est l'un des 6 sites pilotes justement de ce process de labellisation. Quelle place pour les CHU dans ce réseau qui se crée et comment est-ce que les CHU peuvent se projeter dans ces nouvelles règles et dans cette vision très européenne du cancer? Alors, la place des CHU, elle a été décrite dans cette table ronde, on n'y reviendra pas. Hein. Pour résumer, la cancérologie, c'est dans toutes les disciplines d'un CHU, on va mettre hors cardio, toutes les disciplines sont concernées par la cancérologie. Donc ça dépasse de loin l'oncologie, je dirais, à papa, où on avait un chimiothérapeute, un radiothérapeute et un chirurgien, l'affaire était bouclée. Ce temps-là existe toujours, mais il a été complété par toutes les autres disciplines. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut organiser, contrôler, améliorer la qualité. Et là, l'Europe est à rentrer en jeu en disant on veut un standard européen, on veut que chaque Européen, quel que soit son lieu de vie, puisse accéder à des traitements de qualité. D'où l'idée de développer un label, Comprehensive Cancer Center, avec des critères, 300 et quelques critères de qualité. Et puis, il y a des sites pilotes en France qui sont chargés, dans un premier temps, d'évaluer ce questionnaire, cette première phase d'auto-évaluation et de comparaison par rapport à ces labels de qualité. La première réaction est une réaction un peu effrayée. On voit arriver le document, plus de 300 critères, on se dit mais comment va-t-on faire?
qu'est-ce que c'est encore que cette usine à gaz? Et puis quand on regarde de près, on y voit clairement une opportunité. On fait tous, ça a été dit, de la cancérologie, ça s'est développé de manière extrêmement rapide dans les CHU ces 20 dernières années. Le niveau d'activité de cancérologie est très élevé, et donc il est normal qu'on nous demande de l'organiser, de l'évaluer, de se comparer aux meilleurs pour pouvoir proposer une cancérologie de qualité à un standard européen. Donc la deuxième réaction était une réaction de saisie d'opportunités et de structuration de la cancérologie dans nos établissements. Alors évidemment, je vais dire l'oncologue professionnel, l'oncologue médical, il n'était pas effrayé parce que ça correspond à ses pratiques. Tous les autres qui font de la cancérologie dans un établissement se sont mis autour de la table et commencent à décortiquer chaque critère. Et ce n'est pas le tout de faire les choses. Encore faut-il les tracer, avoir un référentiel, travailler sur l'organisation et la description de l'organisation. Donc franchement, pour un établissement pilote, on saisit cette action comme une opportunité fantastique de décrire nos activités et de les comparer à un standard européen, en sachant que cette politique CCC, bien sûr, ça va labelliser des sites, mais si j'en ai bien compris le sens, c'est de labelliser des réseaux, de façon à ce que le patient, en particulier, on va dire normand ou ex-haut-normand, quel que soit son lieu de vie, puisse être pris en charge dans un réseau de qualité de prise en charge de cancérologie. Merci beaucoup. Donc, je pense que on commence à arriver au bout de cette table ronde et je pense qu'il y a énormément d'exemples là, qui ont été cités sur l'innovation et en quoi l'innovation permet d'améliorer l'accès aux soins et donc on a pu décliner le rôle des CHU qui sont pivots donc sur leur territoire pour faciliter donc à la fois l'émergence d'innovation, mais aussi leur déploiement et leur réplicabilité, parce que ça a été dit plusieurs fois, l'enjeu c'est de pouvoir du coup déployer sur l'ensemble du territoire. Peut-être Nicolas Scotté, le mot de la fin, quelques mots de conclusion. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour tous ces remarques, ces initiatives, ces innovations qu'on voit émerger sur le terrain et qui nous aident aussi à construire une stratégie qui doit se faire vivre dans les territoires et pas rester à un échelon national. Nous, on voit évidemment l'incidence des cancers qui va augmenter de 80% d'ici 2050. Donc on sait que la file active va augmenter, que sur les cancers de mauvais pronostic, on a encore des survies très compliquées à gérer et des stades de cancer avec des détections très tardives. Et c'est un enjeu pour nous et je pense que ça a été reflété par l'ensemble des acteurs ici, d'être sur la prévention et sur l'entrée dans les soins. On voit qu'il y a différents modèles et je pense qu'il ne faut pas calquer un modèle national, ça serait complètement inutile. Il faut prendre avec les complexités du territoire, les enjeux d'inégalité et puis on voit qu'il y a différents modèles, des modèles fédérés, des modèles avec l'appui des CPTS, des modèles où le CHU va se déployer sur le territoire lui-même. Et donc moi je vois effectivement ces initiatives et il faut qu'on puisse les pousser. Donc j'ai noté aussi le besoin d'outillage. Je pense que c'est un enjeu majeur et nous à l'Institut en fixant des recommandations et en aidant à la décision on peut servir et je sais qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on arrive à développer, à délivrer, à déployer. On n'a pas parlé de la HAD mais la HAD cancer reste encore le parent pauvre des HAD et il faut qu'on arrive à trouver le modèle qui permettent de le déployer. On sait qu'il y a des innovations sur la chimiothérapie orale pour éviter aux patients de se déplacer systématiquement dans son centre tout en gardant un bon circuit de médicaments et une bonne prise en charge. Donc il y a plein de choses en termes d'outillage et de libération des initiatives qu'il faut qu'on arrive à développer. Un dernier mot sur l'approche populationnelle. Moi je pense qu'effectivement elle est par rapport à la territoire mais aussi à la caractérisation des personnes. L'INCa pilote un programme de dépistage sur le cancer du poumon, identifier les fumeurs qui sont fumeurs depuis 20 ans et qui ont un risque de cancer du poumon et leur mettre en place un scanner à faible dose tous les 2 ans à partir de 50 ans. C'est 25% de mortalité en moins dans le cancer du poumon en réussissant cela. Donc ça, c'est un défi pour nous. On sait que la PHP et les Hospices civils de Lyon sont moteurs dans ce projet. Il faudra qu'ils se déploient dans les territoires et on aura besoin des CHU pour le faire. Et puis,
On a parlé aussi du gradient social et des difficultés d'aller adresser des personnes. Il y a une spécificité qui m'est très chère, qui est la question du handicap. On sait que les personnes handicapées sont 2 fois moins dépistées que les autres. Et quand on regarde par exemple la mortalité sur des malades de santé psychiatrique, on a la mortalité par cancer qui est multipliée par 2. Donc on a un vrai enjeu d'adresser des populations qui ont besoin de littératie, d'accessibilité, peut-être d'un peu plus d'accompagnement pour le dépistage. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite porter à l'Institut national du cancer. Donc pour tous ces sujets, évidemment, on aura besoin de vous pour construire la feuille de route, la déclinaison territoriale et montrer qu'on est un modèle aussi à l'échelle européenne. Merci beaucoup Alain K pour son soutien constant. Merci à tous du coup pour vos interventions. Merci pour votre attention. Et donc voilà.